on va commencer du coup avec les Demo Day, avec les premiers projets. Pour présenter ces premiers projets, on va dire que c'est un sujet d'actualité. Il n'est pas facile même de les présenter. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'ils essaient de répéter pour traiter ce sujet et c'est toujours pas facile. Est-ce que les ports du masque ou la fermeture des écoles a vraiment fait un effet pour éviter la propagation du coronavirus? Ça, c'est la question que l'équipe COVID-19 a essayé de répondre. Donc, on va les applaudir parce que c'est la première équipe. Donc, merci Arturo pour cette introduction. Sauf que nous, on n'est pas là pour rigoler. Notre équipe, qui est composée du docteur Lou Rizzolo, de Tristan, Paul et de moi-même, Laurent, on a décidé de travailler sur un sujet, en effet, qui n'est pas évident, mais qui est partout, c'est le Covid. Je ne vais pas vous refaire un topo sur la situation, excusez mon langage, mais c'est le bordel un peu partout. Chaque pays, chaque gouvernement essaye de prendre des mesures pour essayer de limiter l'impact du Covid sur sa population. C'est souvent fait au doigt mouillé et il n'y a pas vraiment d'outils pour mesurer l'efficacité des mesures, ou en tout cas de la plupart des mesures qui sont mises en place. Donc en toute modestie, on s'est dit notre goal, notre but, à 4, pendant 2 semaines, ça va être de construire un modèle qui va nous permettre de prédire combien de vies on peut sauver basé sur les mesures qui sont mises en place par les différents pays. Et je passe le micro à Paul, qui va tout de suite vous montrer ce qu'on a créé. Merci Laurent. Donc, voici l'outil que nous avons développé dans le cadre de notre projet dans ces 2 dernières semaines au wagon. Alors c'est très simple, c'est une application qui est basée sur un algorithme d'intelligence artificielle. Son but, c'est de simuler l'impact des potentielles décisions sanitaires, des mesures sanitaires qui peuvent être prises par le gouvernement. Donc cet impact sur le nombre de décès liés au Covid-19 pour un pays donné. Alors on va tout de suite prendre un exemple, celui de la France au hasard. Quand on charge les données, on s'aperçoit que sur les 2 dernières semaines, il y a eu plus de 5500 personnes qui ont perdu la vie des suites du Covid-19. Heureusement, notre modèle a été capable d'identifier les 5 mesures qui étaient les plus efficaces pour diminuer le nombre de morts liés au virus. Les 5 mesures, les voici. C'est le port du masque, c'est l'investissement dans le système de santé publique, les politiques de testing, donc les politiques de dépistage, les mesures financières, enfin les mesures fiscales, ainsi que la fermeture de certains lieux de travail comme les bureaux ou les commerces non essentiels. Alors, vous vous en doutez, les mesures peuvent être appliquées à un degré plus ou moins important. On peut être plus ou moins agressif dans la mesure qu'on décide de prendre quand on est un gouvernement. Et on a identifié, donc, par exemple, pour le cas de la fermeture des lieux de travail, une échelle de 4 échelles dans l'application de la mesure. Le 0 étant une absence de prise de décision, donc vous pouvez librement travailler sur votre lieu de travail. Et donc l'échelle va jusqu'à 3, sachant que 1 et 2 représentent des incitations au télétravail et le 3 représente une fermeture totale des lieux de travail. On s'aperçoit sur la courbe que vous voyez en bas, la courbe en bleu représente le nombre cumulé de décès liés au Covid-19 en France depuis le début de la pandémie. Donc là, le curseur est placé sur 0, par exemple, pour cette mesure donc, de la fermeture des lieux de travail. Et on s'aperçoit que les prévisions sont assez mauvaises. On voit que le nombre de décès risque d'augmenter assez fortement si aucune mesure n'est prise. Donc notre modèle nous permet de simuler ce qui peut se passer si on décide d'imposer le télétravail en France. On voit déjà que le nombre de décès pourrait potentiellement diminuer grâce à cette mesure. Et qu'est-ce qui se passe si on décide de fermer totalement les lieux de travail dans les prochaines semaines ? Regardez la courbe bleue, elle diverge assez largement des projections qu'on a sur la base de ces données. Donc notre modèle nous indique qu'on est capable de diminuer le nombre de décès de 7550 personnes dans le mois à venir en appliquant les mesures qui ont été testées au-dessus de ce modèle. Donc comment on a réussi à développer cet outil ? Tristan va vous le présenter.
Alors, pour mettre en place ce magnifique modèle que Paul nous a présenté, il nous faut bien entendu des données. On a à notre disposition 2 bases de données pour répondre à notre problématique. La première étant la référence quand aujourd'hui on parle de données Covid, excusez-moi. C'est-à-dire la Johns Hopkins COVID-19 Unified Database. C'est une base de données extrêmement quantitative qui est une consolidation de centaines de bases de données nationales sur le Covid. Elle est extrêmement générique, ne va pas trop en détail quand il s'agit des mesures en question. La deuxième base de données, c'est la CoronaNet Research Project Database, qui elle est beaucoup plus qualitative, qui va regarder en détail les mesures prises, par qui ça concerne, le degré de rigueur quand il s'agit de mettre en place cette mesure, etc. Cependant, même si cette base de données est extrêmement riche, elle comporte beaucoup d'erreurs, d'incohérences. Du coup, elle est extrêmement compliquée à utiliser pour notre modèle. C'est pour ça qu'on a utilisé, pour le modèle que Paul vous a présenté, la base de données Johns Hopkins, et je vous expliquerai plus en détail pour plus tard. Alors ce fameux modèle, comment il fonctionne? En gros, ce qu'on a cherché à faire, c'était d'évaluer la différence en nombre de morts entre avant la mise en place d'une mesure et après. Et ça, on l'a fait pour chaque mesure, à chaque fois qu'il y en avait une qui était mise en place, pour chaque pays. Ça fait beaucoup de données, mais on a réussi, en séparant donc les 3 familles, il y a 3 types de familles, les familles de fermeture, type fermeture, comme le disait Paul, des lieux de travail, fermeture, confinement et couvre-feu par exemple, des mesures économiques et des mesures sanitaires de santé publique. Ces 3 grandes familles sont divisées derrière en 18 sous-catégories, vous en avez quelques-unes qui sont affichées ici. Et en gros, c'est ces informations-là qu'on a données à notre modèle. Et notre modèle, qui était un XGBoost régressor pour les puristes, nous a donné un score de 0,748. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est tout à fait normal. En gros, ce que ça veut dire que 74%, quasiment 75% de notre prédiction est expliquée par les paramètres qu'on a donnés au modèle. C'est-à-dire que il reste quand même 25% de notre prédiction qui n'est pas expliquée uniquement par les mesures qui sont prises par les différents pays dans le monde. Mais ce modèle, il nous a aussi permis de classer les types de mesures par leur efficacité. Alors je ne vais pas toutes les lire, mais on retrouve quand même les 3 grandes familles en bleu, les mesures sanitaires, et on voit que la première, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, c'est le port du masque. On voit que c'est quand même la plus efficace dans la limitation du nombre de décès liés au coronavirus. Maintenant, on va redescendre 2 minutes sur Terre. On a un très bon score, on est très fiers, on a bien travaillé. Mais toutes les personnes qui ont fait des publications sur ce sujet, des personnes qui avaient beaucoup plus d'années d'études que nous et d'expérience, tout le monde est unanime pour dire que ces modèles de prédiction sont assez peu fiables et ont des difficultés à faire des prédictions justes. Pourquoi ? Parce qu'on n'a que 9 mois de données. Et en data science, 9 mois de données, c'est peu. Nous, on était 4 et on n'avait que 2 semaines pour faire le modèle. Et en data science, 2 semaines, c'est aussi peu. Et en plus, c'est un sujet qui est tout à fait nouveau, donc il n'y a pas énormément de documentation et d'informations sur le sujet, donc on a un peu avancé, on a avancé à l'aveugle. Le dernier point qui peut expliquer une partie des 25% manquants dans notre modèle, c'est tout simplement le facteur humain le comportement des humains face aux mesures qui sont prises par les gouvernements. Et je vais prendre un exemple qui va peut-être vous parler. Le premier confinement et le deuxième confinement avaient à peu près les mêmes règles. Pourtant, ils n'ont pas du tout été respectés de la même manière. Et ça, pour un modèle, c'est extrêmement difficile à percevoir et à mesurer et à prédire. Alors, c'est quoi la prochaine étape ? Comme l'a dit Laurent, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment améliorer notre modèle ? Comment améliorer notre score ? Comment réussir à faire des prédictions qui puissent nous dire qu'une mesure a été efficace ou non. Alors, une des pistes qu'on a souhaité poursuivre, ça serait d'utiliser la base de données dont je vous ai parlé plus tôt, la CoronaNet Research Project Database, qui, elle, est d'une vraie mine d'or quand il s'agit de mesures pour le Covid, qui ressemble plus de 48 000 mesures, et qui les catégorise en 118 catégories, pour comparer avec Johns Hopkins, qui n'a que 18 catégories. Du coup, c'est un degré de détail assez poussé. Cependant, comme je vous l'ai dit plus tôt, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'incohérences. À titre d'exemple, sur plus de
14 000, c'est-à-dire près d'un tiers des politiques, il nous manque une catégorie. Du coup, impossible de faire des prédictions s'il nous manque des catégories sur plus d'un tiers des politiques. Du coup, on a voulu pousser le problème un peu plus loin et essayer de résoudre ce problème d'incohérence de données manquantes avec des modèles de machine learning et deep learning qui nous permettraient de remplir automatiquement les données manquantes. Par exemple, avec un classifier dont son petit nom SGD, on a réussi avec une précision de 50%, en analysant des données textuelles, de prédire la catégorie d'une mesure quelconque. Du coup, 50%, c'est un bon score, mais c'est loin d'être déployable. Honnêtement, on ne peut pas faire des prédictions sur 50%. C'est 60 fois mieux qu'une chance sur 118, mais on ne peut pas l'utiliser pour une prédiction. Alors, quelle est la prochaine étape? Ça serait de pousser cette piste qu'on a seulement commencé à explorer et de commencer à regarder dans des modèles de deep learning plus poussés pour essayer d'augmenter ce score, pour essayer de remplir automatiquement ces bases de données, pour avoir une base de données utilisable, qui est nettoyée, et du coup pouvoir l'utiliser dans des modèles similaires à celui que Paul nous a présenté. Merci à vous, et surtout merci forcément à Arturo, prof principal, à Davy, Nicolas, les TA, et puis à tous les profs qu'on a eus au long. Et voilà un petit cadeau pour toi, juste avant Noël, Arturo. Merci beaucoup la team COVID-19.